connectez-vous, on se laisse. Mettez-vous en ligne, chers parents, chers amis, chers frères. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne, on se laisse. Voilà. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Partagez le direct. Hein, quittez ici. On fait le point sur l'évolution de la situation. On va faire le point. C'est très important. Donc, mettez-vous en ligne. Partagez le direct dans les groupes, sur vos murs. Invitez vos amis, taguez vos connaissances. C'est très important pour qu'on quitte ici. Voilà. Donc, entrez dans nous. N'oubliez pas de mettre mes étoiles. Hein, quittez ici. Entrez dans nous vivons. C'est très important. L'incontournable. Partagez le direct. Partagez le direct. Atia. Partagez le direct. Moi aussi, je suis là partagé. Donc, partagez de votre côté. Cliquez sur partage. C'est gratuit. On ne paye pas. Partagez sur le direct. C'est gratuit. On ne paye pas. Hein, on ne paye pas l'argent. Pour les partages, c'est gratuit. Maintenant, donnez-moi mes étoiles en quitter ici. Zoé Bruno, hop, le Messie, big up à vous. Atia, big up. J'espère que vous allez très bien. Voilà, on va vite faire. Alan Roméo. Big up à Maître Alan, le grand Roméo, depuis votre position. Alors, comme il est déjà 19h ici, 19h39, les élections en Côte d'Ivoire concernant la FIFA, les résultats vont être connus à 18h. Voilà, hein, de la Côte d'Ivoire, dans peu de temps, c'est-à-dire dans 28 minutes, les résultats seront connus au grand public. Il n'y a pas de souci. Et donc, avant que ces résultats ne sortent, nous allons profiter un peu pour faire le débriefing de ce qui se passe sur le territoire européen. C'est très important. Atia, pour, en ce qui concerne la guerre, nous allons en parler. Alors, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme derrière, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi vous, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Moudja. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe en Ukraine. Mais avant de parler de l'Ukraine, parlons d'abord de cette histoire du gaz. Le gaz russe. Le pétrole russe, c'est très important mes frères et sœurs. Vous savez que depuis le début, la Russie ne fait que subir des sanctions occidentales, c'est-à-dire des sanctions qui n'ont jamais été prises dans l'histoire de l'humanité contre un pays. La Russie est le pays le plus sanctionné du monde, devant la Corée du Nord, devant l'Iran et devant le Venezuela. Est-ce que vous le savez? Je dis bien. La Russie est le pays le plus sanctionné du monde. Devant l'Iran, devant la Corée du Nord et devant le Venezuela. Même devant le Cuba. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Parce que ces sanctions avaient pour objectif de casser l'économie russe, de ruiner l'économie russe. En fait que la Russie n'ait plus les moyens financiers pour pouvoir soutenir son offensive sur le territoire ukrainien et provoquer la chute du pouvoir de Vladimir Poutine. C'est-à-dire, si le peuple n'a plus rien, il y aura des révoltes et des gens vont se plaindre contre le pouvoir en place, ce qui va faire chuter le pouvoir de Vladimir. Donc, c'était ça la vision des Occidentaux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Ils se sont appris aux oligarques, c'est-à-dire les oligarques, ce sont les milliardaires. Les élites, voilà. Donc les élites russes, ils se sont attaqués à eux. Parce que pour eux, les élites russes ont une très grande influence sur la politique russe.
Et donc, en s'en prenant à eux, ils allaient se révolter contre Vladimir Poutine pour dire non, c'est à cause de Poutine, c'est à cause de sa guerre qu'il fait en Ukraine, ce qui fait que les Occidentaux sont en train de s'en prendre à eux. Et donc, en retour, ils allaient organiser un coup d'État pour chasser Poutine, pour remplacer Poutine, afin que leurs biens qu'ils ont sur le territoire européen, américain et partout dans le monde puissent être bien préservés. Mais c'était de mal connaître Vladimir Poutine, puisque Vladimir Poutine lui-même il lutte contre les élites de son pays qui ne gardent pas l'argent en Russie, mais qui prennent l'argent pour aller investir en dehors de la Russie. Il leur a fait comprendre toujours que tous les milliardaires russes doivent investir en Russie, ne doivent pas mettre leur argent dans les banques étrangères, mais ils n'ont qu'à mettre leur argent dans les banques russes. Et donc, ceux qui avaient leur argent en dehors de la Russie, dont cet argent a été confisqué par lui et les États-Unis, mais le peuple russe ne fait que jubiler. Vladimir Poutine ne fait que être heureux parce que cela affaiblit les élites qui lui faisaient face. S'ils ont bloqué leurs biens, mais au pays là-bas, ils deviennent faibles. Puisque les milliards qu'ils ont mis dans les paradis fiscaux, si c'est bloqué, mais ils ne vont plus avoir les moyens de leur politique pour pouvoir renverser Poutine. Donc lui, ça le réconforte dans sa position en tant que dirigeant. Et le peuple russe est heureux parce que cela envoie un message aux autres Russes qui ont eu une pensée atlantiste, qui n'ont pas eu une pensée nationale, qui eux, ils pensent qu'il faut garder l'argent en dehors de la Russie, il faut garder l'argent dans les banques occidentales. Ça leur envoie un message clair pour dire, si vous trahissez la Russie et que vous coalisez avec les étrangers, mais s'il y a un problème, ils vont bloquer vos biens. Donc, beaucoup ont vu leurs bateaux de luxe confisqués. Beaucoup ont vu leurs maisons qu'ils avaient achetées en dehors de la Russie confisquées et tout. Donc, les Russes, eux, pour eux, c'est une bonne chose. Vladimir Poutine, pour lui, c'est une bonne chose. En dehors de ça, ils se sont attaqués aux banques russes. Le système SWIFT. Et donc, ce système est l'intermédiaire. C'est un système intermédiaire entre banque et banque. Donc, ça permet à toutes les banques d'être interconnectées pour pouvoir faire des affaires. Donc, pour eux, c'était une bombe nucléaire économique. C'est-à-dire le système SWIFT. C'est ce qu'ils nous ont dit ici en Europe. Quand on regardait, ils ont dit, ah, s'ils enlèvent la Russie dans le système bancaire SWIFT, c'est une bombe économique, une bombe nucléaire économique. Et que ça allait faire sombrer l'économie russe totalement. Et que la Russie n'allait pas pouvoir s'en sortir. Et ils ont décidé de cliquer, d'appuyer sur cette gâchette. Le système suisse, retirer les banques de la Russie au sein du système suisse. Et donc, ce qui fait que les Russes qui ont la carte bancaire russe, est-ce que vous comprenez? Parce que les cartes bancaires sont souvent internationales. C'est-à-dire quelqu'un qui a ouvert son compte bancaire dans une bonne banque ivoirienne, il peut prendre sa carte bancaire qui a une carte bancaire internationale pour venir faire des achats en Europe ici. Ça peut marcher. S'il met ça dans un guichet européen, automatiquement ça peut marcher. Si tu mets cette carte bancaire dans un guichet électronique aux États-Unis, ça peut marcher parce que les banques sont interconnectées à travers ce système SWIFT. Donc en enlevant la Russie dans ce système, ce qui fait que les cartes bancaires des citoyens russes ne pouvaient plus fonctionner en dehors de la Russie. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire un Russe qui a mis l'argent sur son compte bancaire, s'il sort de la Russie, il ne peut plus faire d'achat en dehors de la Russie. Même on fait des achats en ligne. Parce que ceux qui font des achats en ligne, souvent les produits qui sont vendus en ligne, on te demande Mastercard, ou bien Maestro, ou bien je ne sais pas d'autres cartes. Et donc en enlevant la Russie là-dedans, ça veut dire les banques russes ne sont plus connectées au système bancaire SWIFT, ce qui fait qu'ils ne pourront plus faire des achats en ligne à travers Mastercard, Maestro et consorts et Visa.
Et ils ne pourront plus sortir de la Russie pour aller faire des achats dans un autre pays européen à travers leur carte bancaire. Ils ne peuvent plus faire ils ne peuvent plus envoyer de l'argent, c'est-à-dire quand tu es en Russie et que tu as un enfant qui est dans un pays européen qui fréquente, tu ne peux plus lui envoyer de l'argent à travers Western Union, à travers MoneyGram, à travers Ria Money. C'est impossible. Donc ils ont coupé tout ça. En faisant ça, c'était pour faire sombrer l'économie russe. C'était pour pousser le peuple russe à se révolter contre son gouvernement. Mais Poutine a tout de suite trouvé une solution. Puisqu'il y avait déjà un autre système bancaire parallèle que la Russie et la Chine avaient déjà étudié. On appelle ça, leur système s'appelle le MIR. Donc dès que les Occidentaux ont coupé la Russie de ce système bancaire, la Russie a changé les cartes bancaires des citoyens russes. Il leur a demandé de changer leur carte bancaire. Donc l'argent, si tu avais ta carte bancaire, s'il y avait de l'argent dedans, tu changes cette carte bancaire et l'argent qui est dedans, on met ça dans ta nouvelle carte bancaire. Ce qui te permet de faire des achats en ligne, ce qui te permet de faire des achats en dehors de la Russie. Donc ce système bancaire asiatique est un système parallèle international reconnu encore dans d'autres pays. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas reconnu en Occident. Mais ça permet aux Russes de faire des achats en ligne. C'est-à-dire les sites chinois qui sont en ligne, les sites coréens, les sites trucs à tout cas, indiens, tout ce qui est site asiatique, ils peuvent, ou bien turcs, ils peuvent faire des achats en ligne. Est-ce que vous comprenez? Ils peuvent faire des achats en ligne. Parce que les Chinois eux-mêmes, ils ont ces cartes-là. Ce sont ces genres de cartes qu'ils ont. Et puis ils font leurs achats en ligne. Donc c'est ce qui a permis à la population russe de tenir, de résister. Et donc la Russie, en dehors de ça, a décidé de vendre son gaz en roubles. Pourquoi la Russie a décidé de vendre son gaz en rouble? Parce que les gens ne vous expliquent pas ça bien. Ils disent non, c'est pour soutenir le rouble. C'est pour soutenir le rouble. Non, 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 non. Loin de là. Même si cela permet de soutenir le rouble, il y a autre facteur que les gens ne vous expliquent pas. Atia, l'incontournable. Je suis tout terrain. Donc on rentre dans le domaine économique, Atia. Donc il y a un autre facteur que les gens ne vous expliquent pas, qu'ils vous cachent. Ce facteur-là est que quand ils ont enlevé la Russie dans le système bancaire SWIFT, ils interdisent les banques russes et les banques européennes de coopérer. De coopérer. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il y a eu une sanction économique sur la Russie. Qu'est-ce qui se passe? Avant les sanctions, la Russie vendait son pétrole en dollars, en euros, en yens. Yen, c'est la monnaie japonaise. Euro, c'est la monnaie européenne. Le dollar, c'est la monnaie américaine. Et le truc, la livre, c'est la monnaie anglaise. Je pense que tout le monde le sait. Et donc, le pétrole était vendu en livres, en yens, en dollars et en euros. Et quand la Russie vendait son pétrole, une partie de sa monnaie était convertie en roubles. Et l'autre partie n'était pas convertie en roubles. Et donc, cette partie qui n'était pas convertie en roubles restait dans les banques occidentales, dans les banques américaines et dans les banques anglaises, ainsi que dans les banques, comment on appelle ça, japonaises. Et la partie qui est transformée en roubles partait en Russie. C'était une manière de garantir la fiabilité des choses. Et donc, il y avait la confiance mutuelle entre la Russie et ses trucs, ses partenaires. Mais suite à la sanction, la partie, c'est-à-dire les avoirs russes qui n'étaient pas transformés en roubles et qui étaient encore en dollars, en yens, en euros et en livres, ces avoirs ont été bloqués, confisqués par les Occidentaux, les atlantistes. Donc, cela valait au moins 300 milliards de dollars. 300 milliards. Pour nous, en Afrique, pour se développer, on demande même, tous les pays confondus, ils leur promettent au moins 150 milliards pour développer l'Afrique. On dit pour développer l'Afrique, 150 milliards de dollars.
Mais pour la Russie, ils ont confisqué 300 milliards de dollars. À partir de cet instant, la Russie a compris que les Occidentaux n'étaient plus fiables. La monnaie, appelée le dollar, n'était plus une monnaie de confiance. L'euro n'était plus une monnaie de confiance. Le yen n'était plus une monnaie de confiance. La livre n'était plus une monnaie de confiance. Parce que à tout moment, si tu fais business avec eux et qu'ils gardent une partie de tes avoirs chez eux, le jour où vous avez un rempart, le jour où vous avez une mésentente, ils vont confisquer tes avoirs. À partir de cet instant, la confiance prend fin. Et donc, Poutine a compris que c'était plus la peine. C'était plus la peine de continuer comme ça. Sinon, s'il continuait comme ça, les Occidentaux allaient toujours bloquer ses avoirs. Bloquer ses avoirs. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a dit, bon, comment vous confisquez mes avoirs et vous m'enlevez dans le système SWIFT pour m'empêcher de coopérer avec vous et vous interdisez mes banques de coopérer avec vous. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un nouveau système sur pied. Et ils n'ont pas sanctionné 3 banques. Les 3 banques, ce sont des banques qui sont affiliées, qui sont liées à des grands groupes pétroliers, non, des sociétés russes, pour qu'ils puissent acheter toujours le pétrole. Donc, il y a des banques qui n'ont pas été sanctionnées, 3 banques différentes russes, qui peuvent toujours utiliser le système SWIFT, parce qu'eux, ils ont besoin du gaz, ils ont besoin du charbon, et ils ont besoin du pétrole. Mais là encore, il y a un problème. Les Occidentaux jouaient double jeu. Ce jeu qu'ils jouent, c'est qu'ils n'ont pas sanctionné ces banques. Eux, ils ont dit aux Russes, bon, on va continuer à faire le business. Quand Poutine leur envoie le pétrole, il leur envoie le gaz, ils achètent, mais ils ne donnent pas l'argent à ces banques russes qui n'ont pas sanctionné. Ils ne donnent pas l'argent aux Russes. Ils bloquent l'argent parce qu'eux, ils disent que non, il y a eu une sanction sur la Russie. Donc, s'ils payent, ils donnent l'argent aux Russes, c'est comme si eux-mêmes, ils violaient leurs propres sanctions. Donc, ils prennent le pétrole, ils prennent le gaz, ils prennent le charbon, mais ils ne veulent pas donner l'argent. Ils bloquent l'argent. Donc, Poutine a dit non, 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 ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas vous donner le gaz gratuitement. On ne peut pas vous donner le pétrole gratuitement, le charbon gratuitement. Et nous, on subit des sanctions. Non, 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 ça ne peut pas continuer comme ça. À partir de maintenant, vous devez payer en roubles. Et donc, c'est le mois passé. La Russie a mis un système sur pied pour pousser les Occidentaux à payer son pétrole en roubles, son gaz en roubles, c'est-à-dire les pays inamicaux. Maintenant, les pays amicaux là, ils peuvent acheter le pétrole et le gaz russe en leur propre monnaie. C'est-à-dire tu n'es pas obligé de payer ça en roubles. Si tu es indien, tu peux payer ça en roupies. Ils ne t'obligent pas de payer ça en roubles. Si tu es chinois, tu peux payer son pétrole et son gaz en yuan. Ce n'est pas une obligation de payer ça en roubles. Mais les pays inamicaux, ils doivent coûte que coûte payer ça en roubles parce qu'il n'y a plus de confiance. Donc pour payer ça en roubles, il faut acheter le rouble. Et donc quand tu achètes le rouble, il y a des pourcentages. Et quand tu finis d'acheter le rouble, maintenant ce rouble-là, tu prends ça maintenant pour acheter le pétrole. Ce qui permet de solidifier la base du rouble et d'élever la valeur du rouble. En dehors de ça, ça permet à la Russie d'avoir le contrôle de ses revenus à 100% envers les Européens. C'est-à-dire les Européens ne peuvent plus confisquer les avoirs russes dans leurs banques. Puisque si tu ne donnes plus le rouble aux Russes, les Russes ne vont pas te livrer le pétrole. Tu payes le rouble, en retour ils te donnent le pétrole et le gaz. Tu ne payes pas, ils ne te donnent rien. Donc voici ce que Poutine a mis sur pied. Donc c'était le mois passé. Les Occidentaux ont dit, eux ils ne payent pas. Qu'au début là, il y avait des contrats qui étaient signés. Et donc la Russie n'a qu'à respecter que eux là, ils ne vont pas se soumettre au chantage russe. Poutine a été clair. Il a dit, je vous donne encore un mois pour réfléchir, pour accepter la proposition russe. Dans le cas contraire, parce que ce mois, il avait donné un ultimatum. C'était le mois surpassé. Et il avait mis ça sur pied le début du mois passé. Les Occidentaux ne voulaient pas. Ils résistaient. Ils ne voulaient pas céder à ce que Poutine leur disait.
Poutine a dit, bon, le mois d'avril, c'est le dernier mois. Si vous ne voulez pas payer, d'ici fin du mois d'avril, je coupe le gaz, je coupe le pétrole, je coupe le charbon. Et donc la balle est dans votre camp. Atia, dans ces temps-ci là, ne voyez pas les grands groupes de l'Europe, c'est-à-dire les grandes entreprises, les PDG, ils courent, chacun va voir son président, son dirigeant pour dire, ah, si la Russie coupe le gaz, on va faire faillite. L'Europe ne sera plus compétitive vis-à-vis des autres nations. Ça va créer le chaos. Ça va provoquer, hein? Ça va provoquer la chute de nos entreprises. Le prix de trucs, comment on appelle ça, du carburant va augmenter, de l'énergie va augmenter. Le gaz, ceux qui consomment l'énergie dans les maisons, les factures vont venir, ça va tripler. Et les gens ne pourront pas s'en sortir. Cela va provoquer un chaos. Et donc, pour sortir du gaz, du pétrole et du charbon russe, prenons le temps. D'ici 2027 à 2030, on pourra chercher d'autres partenaires. Mais si la Russie coupe ça brusquement, ah, c'est le chaos que ça va créer en Europe. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ceux qui ne voulaient pas faire, ils disent on ne va pas céder là. Hier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, c'est-à-dire c'est une Allemande, elle rétropédale. Elle dit non, les Européens, mais ils vont acheter maintenant le gaz russe en roubles. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'eux, ils vont payer en euros, et puis bon, ils vont convertir ça en roubles, on va payer. Mais c'est la même chose là. Mais est-ce que ces cailloux, vous alliez prendre pour payer le truc? Non, la Russie dit de payer le rouble. Ces euros, vous allez prendre pour payer le rouble. C'est la même chose. Donc, ils veulent berner les gens pour dire non, on va payer en euros et après, ça va être converti en rouble pour payer le. C'est ce que Poutine vous a demandé. Donc, ils cèdent. Est-ce que vous comprenez? Ils cèdent. Ils ont beau crier, mais ils voient que leur politique qu'ils ont mis sur pied pour détruire totalement l'économie russe, ça ne marche pas. Cette politique n'apporte rien. Au contraire, ça pèse sur la population européenne. Nous là, ça pèse sur nous. 1 litre d'huile, 1 litre d'huile coûte 8 € ici. Un petit truc qui coûtait au moins 90 centimes. Aujourd'hui, ça coûte 7,99 euros. Donc, 7, ça veut dire 7,99 €. Quand on convertit, ça fait 8 €. Donc, un petit litre, 8 €. Ah tiens, on va où? D'ici, ils vont dire 1 mois, encore 2 mois, mais ça va coûter 10 € 1 litre. Donc, pour griller des frites, quand tu vas au marché, même petite tomate comme ça, on te fait 5 €. 5 €, vous savez, tu comptes les tomates, 5 €, ça fait combien même en francs CFA? Je vais vous convertir ça en francs CFA, vous allez comprendre. Hein? Puisque 10 € font 6550 francs. Donc, ça fait 2250 francs CFA. Hein? Petite tomate, 2000. Oh Seigneur. 2500. Oh, non, 2750 francs CFA. 8 tomates. 8 tomates. C'est pas. Quand je vous dis 8 tomates, ce sont des petites tomates. Les petites tomates. Attends, je vais vous montrer une boule. Trop, c'est trop. Vous voyez ça là? 8. Est-ce que vous comprenez ça là? 8. Vous voyez, c'est petit. C'est pas gros, Atia. Ça, c'est pas gros, c'est petit comme ça. 8. 8 tomates comme ça. Bien compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7,99 €. Comme si une tomate coûtait 1 €. Donc, l'équivalent de 2750 francs CFA. Dans ça, on va quitter dedans. Comment? Et c'est comme ça.
Mais ceux qui utilisent le carburant, moi j'ai ma trottinette, donc c'est pas truc, hein, parce que je ne suis pas véhiculé. J'ai ma trottinette. C'est comme une moto, un truc électrique. J'ai ça, c'est ce que j'utilise. Mais ceux qui sont véhiculés, qui utilisent le carburant à tir, c'est la mort. Parce que 1 litre de pétrole, d'essence, ça coûte environ 1,80 €. Souvent, il faut ça à 2 €. Donc, si tu prends 5 litres, tu dépenses déjà 10 €. 10 litres, c'est 20 €. Imaginons que tu fais une longue distance. Ah tiens, tu vas saigner. Ton portefeuille va saigner. Sans compter les péages sur les routes. Et la vie devient chère. À cause de leurs sanctions stupides. Parce que quelque chose qui ne leur regarde pas. Au lieu d'employer la diplomatie pour calmer les ardeurs des uns et des autres, non, ils prennent une position et ils font de telle sorte que leur population, leur peuple subissent les conséquences. Et aujourd'hui, ils disent, ah, la Russie réussit à stabiliser son économie à cause du prix de l'énergie qui est élevé. Mais vous croyez que quoi? L'énergie le prix du pétrole, le baril coûte 180 €. Un baril de pétrole. C'est 180 €. Et dans les jours à venir, ça va atteindre les 200 €. Bon, c'est en Afrique, les gens, ils ne voient pas où. C'est-à-dire, les Occidentaux payent ça à des bas prix. Au lieu de vendre ça au prix international, eux là, ce sont les Occidentaux qui fixent les prix là-bas. Pour dire, nous là, votre baril de pétrole, on paye ça à un franc CFA. Et puis bon, nos dirigeants là, aujourd'hui, si nos pays fixaient leur propre prix de pétrole et de gaz, l'Afrique allait être riche. L'Afrique n'allait pas avoir besoin de quoi là, aide venant de l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, les pays qui sont des pays pétroliers, mais s'en sortent. Ils gagnent de l'argent. La Russie gagne de l'argent. Si la Russie résiste et que son économie est stable, mais c'est à cause de son énergie. Et puis ses matières premières. Parce que le blé a augmenté. Le prix du blé a augmenté, le prix du pétrole, le prix du gaz. Donc tout ça, la guerre que la Russie fait là, la Russie ne sent pas le coût de la guerre au niveau économique, puisque l'argent rentre. Chaque jour, des billets rentrent, les roubles rentrent. Ça pleut sur la Russie. Et donc, du coup, même si Poutine veut maintenir la guerre pendant 1 an, il va maintenir la guerre pendant 1 an. Parce qu'il y a l'argent qui rentre chaque jour. Donc, il ne va pas sentir. Mais si la guerre s'arrête, le prix de l'énergie va descendre. Tout va chuter. Et donc, lui, il peut maintenir la guerre pendant ce temps. Il trouve des solutions à côté. Faut laisser. C'est déjà, ils mentent. Ils disent le gaz ne dépend pas de la Russie, mais après, ils subissent. Ça, c'est pour mentir à la population. Oui, les pays européens, eux tous, ils prennent le gaz en Russie. C'est pour ne rien, ils mentent. Ils disent, oh, on est indépendant. La France, même là-bas, là, ils disent, oh, ils ont nucléaire, mais c'est du n'importe quoi. Après, eux-mêmes, ils reculent. Ils disent, ah, si on coupe le gaz russe, là, c'est mou, hein. Bon, ils disent, ils ont nucléaire là-bas. Mais eux-mêmes, après, ils vont devant, ils font marche arrière. Ça, c'est pour la communication, pour se donner une bonne mine devant le peuple. Mais dans les coulisses, là, ils savent. Ils savent que là, c'est pas facile. C'est qu'ils disent, ils crient. Mais est-ce que le rouble, là, Poutine a dit, ils n'ont qu'à payer 100 roubles. Ils ont beau crier. C'est hier, ils ont dit, bon, on va payer 100 roubles. Mais est-ce que dans ça, là, il fallait faire des tapages. Il fallait se taire pour dire, on paye 100 roubles. Il fallait se calmer pour payer 100 roubles. Maintenant, ils ont crié. Maintenant, ils disent qu'ils vont payer 100 roubles. Ce n'est pas une honte devant le monde entier, mais c'est une grande honte. Donc, ils viennent d'accepter de payer le gaz russe, le pétrole russe en roubles. Ce qui va maintenant concurrencer le dollar. Puisque le rouble sera une monnaie reconnue internationalement. Eh bien, bien sûr, dès lors que tous les pays occidentaux payent le rouble pour payer le gaz,
Mais le rouble sera vendu au même titre que le dollar, au même titre que l'euro. Donc le rouble ne sera plus une monnaie nationale, mais ça sera une monnaie internationale. Maintenant, si Poutine ajoute les autres matières qu'il a, c'est-à-dire le blé, et consomme d'autres produits, pour dire quiconque veut payer ces produits-là, il n'a qu'à payer 100 roubles. Mais le rouble va devenir une monnaie internationale. Ce qui va permettre aux Africains qui veulent faire du business avec la Russie, ils paieront directement le rouble sans passer même par les Occidentaux, puisque ce n'est pas les Occidentaux qui contrôlent le rouble, et le système bancaire russe n'est pas pareil avec le système bancaire européen. Donc les Européens n'auront plus ils n'auront plus les yeux rivés sur ce que les Africains payent. Ils ne pourront plus contrôler ce que les Africains payent, que ce soit en armement, que ce soit en matériel, pour construire notre continent et tout. Pour construire notre continent et tout, ils ne verront pas. Parce qu'à travers le système SWIFT, ils pouvaient contrôler chaque transaction qui se faisait à travers le monde. Mais maintenant, la Russie n'appartient plus à ce système. La Russie appartient à un autre système. Donc, ils ne pourront plus contrôler l'autre système que la Russie a créé avec la Chine. Et l'Inde est rentrée dans la danse. La Chine est rentrée dans la danse. Même l'Arabie Saoudite vend maintenant son pétrole aux Chinois en yuan. L'Arabie Saoudite, on ne vend plus. Et puis, ils ont dit non. L'Arabie Saoudite, non, dit qu'elle va maintenir sa coopération avec la Russie au nom de l'OPEP, c'est-à-dire les pays producteurs du pétrole, pour ne pas que le marché se désorganise, pour ne pas augmenter trop le baril de pétrole. Pareil, la Russie livre 30% de pétrole au monde. Donc si ils écartent la Russie à tiers, essence même, ça va exploser. Parce que la Russie va vouloir gâcher le truc, le marché. Elle ne va plus respecter le prix du marché. C'est-à-dire, si le marché, le baril coûte 80 €, la Russie peut dire, bon, moi, je fais ça à 50 €. Mais ça ne va pas arranger les Saoudiens parce que eux, leur économie dépend aussi du prix du baril du pétrole. Donc, si ils se mettent à dos la Russie va vouloir gâcher le marché, détruire le marché, et ça ne va pas arranger les Américains qui, eux, ils prennent le gaz de schiste, ils prennent le pétrole de trucs. Donc, si la Russie mine le terrain pour dire, bon, moi, mon gaz là, sur le marché international, je vends ça à 40 €. Mais les Américains qui vendent le gaz de schiste, il faut une technologie de pointe pour récolter ce gaz. Et ce gaz coûte cher. Si la Russie dit, bon, ça coûte 40 € le mètre cube, mais du coup, les Américains vont perdre. Ce n'est pas bon pour eux. Et donc, ils connaissent, ils voient. Et la Russie va produire beaucoup de gaz pour miner le monde entier. Et donc, qui va laisser gaz où le mètre cube coûte 40 € pour aller payer gaz où le mètre cube coûte 100 €. Ah tiens, même si tu es contre comment et que tu es bête, tu ne vas pas laisser cette opportunité. Donc, tout le monde va courir vers la Russie. Et ça, ils comprennent la leçon. Donc, du coup, ils crient, mais ils voient le danger. Ils disent, si on fait truc, Poutine peut tout gâcher. Il peut tout miner. Il peut baisser le prix. Et le prix au niveau mondial peut se casser. Oh, il y a des pays qui vivent uniquement du revenu du pétrole et du gaz dans ce monde-là. Et donc, si le prix est cassé sur le marché, ce qui va faire qu'il n'aura plus assez de revenus, ça va créer le chaos dans plusieurs pays dans le monde. Et Poutine est capable de le faire. Et donc, il faut coopérer avec lui dans ce domaine. Et les Européens, ils voient le danger. Ils disent, le danger est là, tiens. Parce que si eux, ils disent, bon, on s'en fout, on va payer le gaz de schiste américain qui est cher, mais sur le marché international, ils ne vont plus être compétitifs. Les autres vont payer ça à bas prix, ils vont fabriquer leurs marchandises, ils vont vendre ça à des prix abordables. Les gens vont se retourner là-bas, ils vont se retourner vers eux pour payer leurs marchandises. Et les marchandises européennes vont rester là, ils ne vont pas avoir de clients. C'est clair. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ils comprennent les règles du jeu mondial. Ils comprennent les règles du jeu mondial. Maintenant, nous revenons sur l'Ukraine. On était sur le plan économique, Katia. L'Ukraine, ce qui se passe, c'est que la Russie, dans l'oblast de Kharkiv, Kharkiv c'est vers le nord, le nord-est de Kiev, le nord-est de l'Ukraine. Ils ont découvert une très grande base terrestre où il y avait des cargaisons, des missiles, des armes
que les Occidentaux avaient fourni aux Ukrainiens. 10 hectares de superficie à tir. 10 hectares de superficie. Où c'était tout un camp. Les 10 hectares là, c'était un camp militaire. Et dans ce camp militaire-là, il y avait d'énormes cargaisons de trucs d'armes. C'est-à-dire missiles anti-aériens, les missiles les missiles grades, lances multiples et tout ça. Il y avait des obus, il y avait des armes, il y a en tout cas tout ce que vous pouvez imaginer. Ça vient des différents pays européens. Sur certains trucs, ils ont mis US, d'autres ils ont mis Suède, d'autres ils ont mis France, d'autres Pologne, d'autres République tchèque. Tout ça là, la Russie a mis la main sur ça. Ce qui va permettre aux Russes de donner ça aux séparatistes pour dire, ah, l'OTAN vient de vous armer, prenez ça. Donc ça va renforcer les séparatistes puisque ils ont capturé d'autres chars, d'autres armes des Ukrainiens. Et ces armes-là, c'était pour que ces armes utilisent ces cartouches, ces missiles. Donc ces missiles auront des matériels qui peuvent utiliser ça, puisqu'ils ont capturé beaucoup de chars, beaucoup de trucs, lance multiples et tout. Donc, ces missiles, ces cartouches et ces armes, la Russie va donner ça aux séparatistes. Ça va leur permettre d'avoir assez de trucs d'armes pour continuer toujours leur bataille. Donc, tout ce que l'Occident donne, ça tombe dans la main des Russes. Parce que j'ai vu des vidéos où les Ukrainiens abandonnent leur position, ils laissent leurs armes que les Occidentaux leur ont données fraîchement et ils fuient. Mais la Russie, plus tard, quand la guerre va finir, elle sera obligée d'étudier les différents missiles des Occidentaux pour voir comment ça fonctionne et tout, et peut-être produire d'autres missiles comme ceux que l'Occident donne à l'Ukraine, mais plus performants. C'est ça aussi le danger. C'est-à-dire les armes que la France veut amener, c'est, comment on appelle ça, les Césars, les armes Césars, ce sont des trucs qui tirent très loin. Bon, la France a cette technologie, chaque pays a sa technologie. Mais imaginons que la France livre ça aux Ukrainiens. Quand ils vont livrer ça aux Ukrainiens, là, c'est pas pour aller faire des trucs, comment on appelle ça, c'est pas pour danser bébé. Dans une base, ces armes vont aller au front. Mais quand ça va aller au front, imaginons que la Russie ne détruit pas tout. Et que d'autres, les Césars, ce sont des gros véhicules qui portent des canons à longue portée. Ça fait combien de millimètres? 155 mm. Et ça va à des milliers de kilomètres. Et quand ça frappe, voilà, ça crée assez de dégâts. Imaginons la Russie met la main sur ça. Mais la Russie va produire d'autres véhicules comme le César, mais qui va faire ça plus performant que le César. Et donc, du coup, le jour où la France et la Russie vont s'affronter, mais le César ne va plus faire peur aux Russes. Parce qu'ils vont calculer le nombre de kilomètres que le César fait. Eux, ils vont produire d'autres armes qui vont aller au-delà du nombre de kilomètres du César. Et donc, du coup, si la France met ses armes, appelées César de côté, la Russie même chose de l'autre côté, mais ça ne sera plus à la même distance. La Russie peut s'éloigner un peu pour frapper du côté de la France. Et quand les Français vont tirer, ça ne va pas atteindre les positions russes parce qu'ils savent que ces armes ont une telle portée. Voilà le périmètre où ça peut frapper. Et donc, je pense que les Occidentaux, ils jouent à quelque chose de grave. C'est leur meilleur missile, leurs meilleures armes, ils donnent aux Ukrainiens et ça finit dans les mains des Russes. Qui eux par la suite ils vont étudier tout. Et pour finir, les Occidentaux n'auront plus de trucs comme missiles parce que ces gens-là, c'est ça qui est, c'est ça qui est l'arme la plus puissante de l'armée de terre française. Est-ce que vous comprenez? C'est le canon César là, c'est l'arme la plus puissante de l'armée de terre française. En dehors de ça, ils n'ont plus une autre arme, ils n'ont que des chars et des petits canons. Donc ils veulent amener ça, mais la Russie va mettre la main sur ça. C'est comme ça les Américains, leurs missiles en Stinger, anti-aérien et tout ça, ils ont donné leurs meilleurs missiles. Aux États-Unis là-bas, ils ont fait une réunion pour dire, mais écoutez, on n'a plus de stock là.
on est en train de livrer tous nos stocks aux Ukrainiens. Maintenant, nous, là, on n'a plus de stocks. On fait comment? Le jour où il y a eu une vraie guerre entre la Russie et nous, on fait comment? On sera obligé de reproduire encore d'autres missiles. Donc, ils ont commencé à dire à Biden, il faut faire attention parce que le stock qu'on a, ça commence à finir. Parce que ces missiles sont finis dans les mains des Russes. Et donc, du coup, ça permet à la Russie d'utiliser ses armes contre l'Ukraine. Et c'est malheureux, c'est regrettable, mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc, la Russie avance lentement, mais sûrement. Parce que au début de l'offensive russe, la Russie avait perdu beaucoup d'hommes. Parce qu'elle avait cru que c'était simplement une opération spéciale. Mais arrivée sur le terrain, elle a compris que les Ukrainiens, il y a longtemps, ils préparaient la guerre. Il y a longtemps, ils préparaient la guerre et ils avaient construit des bunkers partout, c'est-à-dire des positions, des lignes de défense. Et ces lignes de défense-là, ils ont creusé des sous-sols, des tunnels. Et ils ont mis des bétons sur les tunnels. Donc, du coup, pour les dégager là-bas, c'est difficile. C'est difficile. Donc, ils avaient préparé. C'est des gens qui avaient préparé la guerre depuis longtemps. Et la Russie avait ignoré cela. Le service de renseignement russe n'a pas donné les bonnes informations. N'oubliez pas que le ministre de la Défense, sa mère est ukrainienne. Shoigu, sa mère est ukrainienne. Sergei Lavrov, lui, son père est arménien. Et donc, n'oubliez pas qu'au sein même de la défense, de l'appareil gouvernemental russe, il y a des Ukrainiens. Donc, ce n'est pas tout le monde qui veut la guerre là-bas. Et dans les services de renseignement, il y a aussi des Ukrainiens. Et dans la population russe, il y a beaucoup d'Ukrainiens. Et donc, du coup, peut-être ils ont donné des fausses informations. Par exemple, le premier commandant qui dirigeait les opérations, il a été démis de ses fonctions. Il n'a pas fait le travail. Il donnait des mauvaises directions à l'armée russe sur le terrain. Parce que lui-même, il avait un côté ukrainien. Et donc, il a trahi beaucoup les troupes russes sur le terrain. C'est ce qui a énervé Poutine. Il a découvert que non, il jouait un double jeu. Et les Russes ont perdu assez d'hommes. Et donc, il a démis de ses fonctions. Et il a nommé un nouveau général. Celui qui s'était occupé des opérations en Syrie et des opérations à Grozny, c'est-à-dire à Kekeni. Il lui a confié la tâche pour dire, dorénavant, c'est toi qui diriges les opérations. Je donne plus aux plaisantins ou aux corrompus. Donc, ce dernier a décidé de coaliser toutes les forces, c'est-à-dire forces aériennes, terrestres et navales. Et donc, la communication se passe très bien. Et il a décidé d'avancer doucement, lentement. Et en faisant ça, il mettait le prix du gaz très haut, le prix du pétrole très haut. Ce qui fait que l'économie russe ne va pas chuter. Parce que d'autres ne voient pas la stratégie. Cette stratégie-là. Si la guerre s'arrête tout de suite, l'économie russe risque de prendre un coup. Et donc, il faut maintenir cela. Cela permettre à l'économie russe d'être stable. Pendant ce temps, ils cherchent d'autres solutions. Ils cherchent tout ce qui leur manque. Ils vont trouver d'autres partenaires ou eux-mêmes ils vont remplacer ça. Quand ça sera stable, quand ils verront que tout est bien, tout est propre, ils vont arrêter la guerre. Mais il faut maintenir la guerre pour stabiliser l'économie. Et ça aussi, c'est une stratégie. Tant que le blé ukrainien ne sort pas, le prix du blé est élevé. Et donc la Russie, elle seule livre du blé. Et les Russes gagnent du bénéfice. Est-ce que vous comprenez? Et quand la Russie bombarde les réserves pétrolières de l'Ukraine, c'est l'Europe qui donne. Et donc, l'Europe elle-même n'a pas assez de pétrole, n'a pas assez d'énergie. Donc, en faisant ça, le prix de l'énergie augmente. Parce qu'il faut aider les Ukrainiens. Il faut les aider à s'alimenter en carburant. Sinon, s'ils n'ont plus de carburant, ils font comment?
Ils n'ont plus d'énergie. Puisque ce sont ces alliés qui les aident, les Européens, les Américains, ils sont obligés de les aider. Et ils prennent ça en crédit. Et donc, ils sont obligés de demander beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz. Mais ça augmente le prix. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est stratégie. Donc, c'est ce général-là qui s'occupe de ça. Il s'occupe de ça en ce moment. Non, ça avance lentement, mais sûrement. Parce que les bunkers, les tranchées qui ont été creusées, ça ne vient pas seulement des Ukrainiens seuls. Ils ont été aidés par les Occidentaux qui leur ont montré comment il fallait creuser des tranchées et tout, des experts occidentaux qui les ont aidés à faire ces tranchées-là, ces bunkers-là. Donc, pour les enlever dans ces trous-là, c'est difficile. Ils sont dans des trous, ils tirent. Hein? C'est compliqué pour les enlever là-bas. Et donc, il faut avancer prudemment. Auparavant, les Russes avançaient n'importe comment et ils se prenaient en embuscade. Maintenant, les Russes ont compris. Avant d'avancer, ils envoient des drones. Des drones guetteurs. C'est le drone suivant l'endroit. Si rien n'arrive au drone et qu'ils voient qu'il n'y a rien, ils avancent. Si le drone avance et puis ils abattent le drone, ils savent que non, il y a des troupes ukrainiennes, alors l'artillerie dégaine en même temps pour bombarder l'endroit. Donc le drone en suivant, ça regarde. Le drone, ce sont des caméras qui sont très performantes. Ça regarde, même si tu es caché, si tu as une forêt, ça te voit. Et donc ça regarde aux alentours. S'il n'y a personne, les véhicules avancent. Et pendant que les véhicules avancent, les hélicoptères sont devant, les blindés, les chars et tout. Comme ça, étant en l'air, eux, ils peuvent voir si des gens sont cachés. Si le drone n'a pas vu ces personnes, les hélicoptères peuvent détecter ces personnes-là. Au cas où un missile frappe l'hélicoptère, ils savent bel et bien que non, il y a des gens. Alors l'artillerie se met en position de tir. Et c'est comme ça qu'ils font pour avancer petit à petit. C'est pas facile, mais ça avance. Et côté ukrainien, ce ne sont pas les Ukrainiens seulement. C'est l'OTAN contre la Russie. L'OTAN contre la Russie. Parce qu'il ne faut pas les gens vont vous dire, ah, devant la petite armée ukrainienne. Non, 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 non. Même aux États-Unis, les voix commencent à se lever pour dire, l'Amérique doit faire très attention pour ne pas que ça devienne une guerre très ouverte entre l'Amérique et la Russie, pour ne pas que ça fasse sombrer l'humanité. Parce qu'aux États-Unis, ils sont conscients que les Américains, ils sont nombreux là-bas. Ils sont nombreux sur le terrain. Eux-mêmes, ils sont à la première ligne. Les Occidentaux, vous ne voyez pas les commentaires. Ceux qui disent non, je suis mercenaire, c'est du n'importe quoi. C'est des vrais soldats, même s'il y a eu des mercenaires. Mais il y a un bataillon international que l'Ukraine a recruté. Ce bataillon-là, il y a eu 150 000 recrutés. Donc 150 000, c'est le nombre total de l'armée russe sur le territoire ukrainien. Donc, c'est-à-dire le bataillon international, sans compter les forces de l'OTAN. C'est-à-dire les gens qui sont volontaires, qui sont partis là-bas, ils sont 150 000. Maintenant, sans compter les forces de l'OTAN, sans compter maintenant les militaires ukrainiens eux-mêmes, et sans compter les civils ukrainiens qui ont pris les armes eux-mêmes, parce qu'ils leur ont dit de 18 à 60 ans, ils n'ont qu'à prendre les armes. Sans compter tout ça, vous imaginez le nombre de trucs de militaires, le nombre de personnes armées qui sont sur le territoire ukrainien. Et ce ne sont pas les armes qui leur manquent, puisque l'Occident envoie des armes, matin, midi, soir, des avions, cargo, on leur donne de l'argent, que ce soit l'argent, que ce soit les armes, que ce soit le renseignement. Donc les Occidentaux sont impliqués à fond dans cette histoire de guerre. La Russie, elle est seule. La Tchétchénie, ce n'est pas un autre pays, hein, c'est la Russie. La Tchétchénie fait partie de la République, de la Fédération de Russie. Donc les Tchétchènes, là, ils ne sont pas autre chose, ce sont des Russes. Donc la Russie, elle seule, face à une mobilisation occidentale, il n'y a pas un pays occidental qui n'est pas impliqué dedans. Même les pays dits en pays neutres, c'est-à-dire la Suède, la Finlande, la Norvège, tous ceux-là qui n'étaient pas, ils sont impliqués aujourd'hui dedans. Ils sont dans le conflit. Le Japon qui était... Donc, vous imaginez. Donc, vous imaginez le nombre de pays européens, ils sont combien? En Europe, ils sont combien de pays? Tous les pays européens sont impliqués dedans. Face à la Russie.
face à la Russie. Mais la Russie, malgré cela, elle avance. C'est ce qu'on appelle superpuissance. C'est ce qu'on appelle une puissance militaire. Parce que les Occidentaux n'ont jamais fait seuls une guerre pour la gagner. Même les Américains. Toutes les guerres qu'ils font, ça a été toujours des coalitions, coalitions. Et puis jamais, ils n'ont jamais affronté un pays mieux armé que l'Ukraine. Ils ont toujours affronté des petits pays ou bien des pays sous-armés, comme l'Irak, comme la Libye. Hein? Comme la Libye, l'Irak, l'Afghanistan. Ce sont des pays non armés qu'ils ont toujours affrontés. Mais un pays qui est hyper armé comme l'Ukraine, qui sait fabriquer des armes, qui a des usines d'armement, des usines, une aviation pas possible, qui maîtrise certaines technologies, des missiles balistiques qu'on appelle Tashuka, quelque chose là, des missiles anti-navires, qui produisent, eux-mêmes ils produisent des radars. Mais ce n'est pas un petit pays, c'est un pays puissant qui détenait des armes nucléaires auparavant. L'Amérique n'a jamais attaqué un tel pays. Le jour où l'Amérique avait attaqué un tel pays, c'était le Japon. Ils étaient obligés d'utiliser des bombes nucléaires pour parvenir à leur fin. Parce qu'à un moment donné, ils ne pouvaient plus. Ils étaient bloqués. Je vous le dis. Le jour où les États-Unis avaient affronté un pays puissant qui avait aussi une technologie, ils étaient bloqués. Il leur a fallu l'arme nucléaire pour décanter la situation. Ce n'est pas ça le cas de la Russie. La Russie n'a jamais... C'est eux-mêmes qui... Parce que ce qu'eux ils disent là, c'est ce qu'ils pensent. Comme quoi la Russie risque d'utiliser l'arme nucléaire. Parce que la Russie n'avance pas vite, donc ça va énerver Poutine, il va utiliser l'arme nucléaire. En réalité, si c'est eux qui étaient la Russie, ils allaient utiliser l'arme nucléaire parce qu'ils n'avancent pas vite. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que ça veut dire parce que c'est leur pensée. Eux, c'est ce qu'ils pensent. Que lorsque tu ne vas pas vite, il faut utiliser l'arme nucléaire. Mais ce n'est pas ça le cas de Poutine. Poutine, lui, n'en a rien à foutre. Il a tracé ses lignes. Hier, il y a un général russe qui a dit la vision russe, c'est de prendre l'Est et tout le sud de l'Ukraine, y compris Odessa, qu'ils vont aller petit à petit, sûrement ville par ville, village par village, ils vont prendre et ils vont atteindre leur objectif. Quel que soit le nombre de temps que cela prendra, mais ils vont atteindre leurs objectifs. Ils vont prendre village par village, ville par ville. Ça va tomber un à un, jusqu'à ils vont parvenir à leur objectif pour relier le reste de trucs de la bande qu'ils ont pris à la Transnistrie. Quoi là? Transnistrie ou quoi là? Il y a une petite partie de la Moldavie qui est sous le contrôle de la Russie. Donc ils veulent relier cette partie-là avec la partie ukrainienne que les Russes contrôlent. Pour ne plus que cette partie de la Moldavie contrôlée par les Russes soit encore dans une zone enclavée. Donc voici la vision russe. Voici la vision de la Russie. Eux, ils ne sont pas là pour vouloir prendre arme nucléaire. Si c'était les Occidentaux, ils allaient utiliser l'arme nucléaire parce que pour eux, il faut vite avancer pour eux. Il faut faire truc. Non. C'est pas ce... Voilà. Oui, il avait attaqué la Corée. Mais la Corée n'était pas encore puissante. Elle n'était pas cette Corée que tu connais. Elle n'était pas puissante. La Corée n'était pas puissante. Au moment où les Américains avaient attaqué la Corée, c'est les Japonais là. Eux, ils avaient colonisé la Corée. Est-ce que tu le sais? À bas assaut. Japon colonisait déjà la Corée. Donc la Corée n'était pas encore puissante. La Chine n'était pas puissante. Donc le Japon régnait vers l'Asie. C'est le Japon qui était puissant. Et le Japon et l'Amérique se sont affrontés. L'Amérique ne pouvant pas envahir le Japon totalement, perdant des hommes, étant en difficulté, était obligé d'utiliser des armes nucléaires pour demander à l'empereur Hirohito de signer sa capitulation, la capitulation du Japon. Et que s'ils ne signaient pas, ils allaient encore utiliser d'autres armes nucléaires. Ce n'était pas la puissance de feu en dehors des bombes nucléaires qui avait poussé les Japonais à signer le traité
entre les États-Unis et le Japon. C'est parce que les Américains avaient cette bombe nucléaire qui n'était pas conseillée, ce n'est pas une bombe qu'on peut utiliser n'importe où. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas envahir le Japon et occuper le Japon. Et les Japonais résistaient. Ils étaient forts, ils se regroupaient. Et l'Amérique perdait des navires, perdait des avions, perdait des hommes. Quand ils ont vu ça, ils ont dit non, c'est inadmissible. Il faut bombarder vite. Ils ont utilisé l'arme nucléaire. Est-ce que vous avez déjà attendu une fois que la Russie a utilisé l'arme nucléaire? Non. C'est pas ça qui manque aux Russes. Ils ont ça depuis l'Union soviétique. Même la Russie a affronté le Japon à plusieurs reprises. Mais la Russie n'a jamais utilisé l'arme nucléaire pour envahir les îles Kouriles et consorts. C'est que le Japon revendique aujourd'hui. La Russie avait les moyens de prendre ces bombes. Non, la Russie n'a jamais fait ça. Ils ont envahi ça sans utiliser l'arme nucléaire. Voici l'Ukraine. L'Ukraine est aidée par une très grande partie du monde occidental et américain. Mais est-ce que cela pousse Poutine à utiliser des armes Parce qu'ils pouvaient utiliser des armes nucléaires tactiques. C'est ce qu'eux ils pensaient. Frapper tactiquement pour pousser le régime de Kiev à signer, à lever le drapeau blanc. Mais non, Poutine dit, c'est pas ça qui m'intéresse. Je ne vais jamais utiliser ça. Armes nucléaires sur le territoire ukrainien pour faire quoi? Même si c'est des petits armes nucléaires qui ne vont pas aller au-delà de l'Ukraine, mais pour détruire de très grandes parties de l'Ukraine. Poutine dit qu'il n'utilise pas ça. Que ça prenne le temps que ça prendra, petit à petit, il va atteindre ses objectifs. Et c'est clair, et c'est ce qui se passe. Pour les Occidentaux, non, il fallait utiliser l'arme nucléaire ou les armes chimiques. Avez-vous déjà vu les Russes ont utilisé armes chimiques? Non, ils ne le font pas. Voilà pourquoi cette guerre qui se passe, c'est autre guerre. Parce que on a vu en Indochine, on a vu au Vietnam, l'agent orange que les Américains ont utilisé. C'était des armes chimiques. Jusqu'à aujourd'hui, des gens, ils naissent avec un bras, ils naissent avec un œil. Parce que c'était vraiment chimique. Mais en Irak, ils ont utilisé ça. Des bombes chimiques et tout. C'est bombe chimique là. Quand quelqu'un est caché dans un bouquet, tu lagues. Quand l'odeur rentre là-bas, lui-même il sort, il court. C'est mou. Parce qu'il ne peut pas respirer. C'est une manière de faire fuir. Si tu es au front, et que l'arme chimique tombe là, tu vas quitter le front, tu vas jeter l'arme parce que toi-même ça coupe ta respiration, tu n'arrives pas à respirer. Et donc tu vas courir. Et ça permet à celui qui a lagué l'arme d'avancer le plus tôt possible. Mais la Russie n'a jamais utilisé ça. Sinon la Russie pouvait dire, ah mais attends, il se cache et puis il nous empêche d'avancer vite. Mais on va laguer ça pour les faire sortir de là. On va les faire fuir. Mais non, la Russie ne fait pas ça. Eux, ils pensaient que la Russie allait faire ça. Non, ce n'est pas les mêmes méthodes. La Russie n'emploie pas, n'utilise pas les mêmes méthodes que les Occidentaux. Eux, ils sont pour utiliser armes chimiques, armes nucléaires, ou bien bombes nucléaires tactiques. Ils ne tardent pas à le faire. Ils le font. Mais la Russie ne le fait pas. Même la sortie de l'aviation russe, c'est 200 sorties par jour, 300 sorties par jour. Mais regardez le truc en Irak. L'Amérique faisait au moins 2000 sorties par jour. Des frappes. Ça, ce qui veut dire que l'aviation russe ne travaille pas beaucoup en Ukraine. La Russie n'utilise pas beaucoup ses avions. Sinon, elle a 4000 avions. La Russie a 4000 avions. Sans compter les avions de trucs d'entraînement qu'on appelle les Yak. Est-ce que vous comprenez? Mais la Russie n'utilise pas. Sinon, si la Russie veut faire mal à l'Ukraine, Poutine peut décider d'utiliser 1000 avions en une journée pour frapper dans toute l'Ukraine. 1000 avions motivés, mobilisés. Au moins 1000 hélicoptères mobilisés. Et il met au moins 15 bateaux pour appuyer les soldats. Et il déploie au moins 5000 chars. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que la Russie dispose de 20 000 chars. 20 000. Regardez, le nombre de chars, c'est... La Russie a 20 000. Et sans compter les nouveaux chars que la Russie est en train de produire. Donc, elle peut aligner 5 000 chars, 1000 avions, 1000 hélicoptères, 15 bateaux. Et les mobiliser au moins 300 000 Russes. Parce que l'armée russe compte environ 900 personnes. Et les réservistes, au total, ça fait au moins 3 millions. Mais la Russie n'a que 150 000 soldats sur le terrain. 150 000.
Et quand les gens ils disent non, la Russie n'a plus de soldats, c'est comme si l'armée russe se limitait à 200 000 soldats. Mais quelles sont ces conneries-là? Vous allez voir le 9 mai, le nombre de soldats russes qui va apparaître au grand jour. Et vous allez comprendre que ce que les gens vous rencontrent sur les plateaux de télé, c'est du n'importe quoi. Non, la Russie n'a plus assez de soldats, ils n'ont pas de trucs pour combattre. Non. Des gens qui sont 3 millions, est-ce que même il n'y a même pas encore 500 000 soldats sur le terrain? La Russie pourrait dire, ah c'est chaud, je mobilise au moins 500 000 personnes. Mais non, jusqu'à présent, c'est 150 000. Plus les séparatistes, c'est ce qui fait que ça faisait au moins 200 000 soldats. Sinon, les soldats russes qui ont quitté la Russie officiellement pour aller en Ukraine, ils sont 150 000. Et les séparatistes, au total, ça faisait 200 000 soldats. En face, il y avait des millions de soldats en face. Donc, la Russie encore a la capacité de mobiliser des soldats. De mobiliser des soldats. Ce n'est pas des soldats qui manquent à la Fédération de Russie. Puisqu'au total, les réservistes et ceux qui sont, quand on les met ensemble, ils font 3 millions de soldats. Or, dans 3 millions, il a pris seulement 150 000. Ah! Dans 20 000 chats là, il n'a même pas encore perdu au moins 4 000 chats. Il n'a même pas encore perdu 5 000 chats. Et vous dites, il n'a plus la capacité. Ah! Dans 4 000 avions, il n'a même pas encore utilisé ces différents bombardiers. Il a utilisé le bombardier une seule fois à Mariupol et puis c'est fini. Il a déposé, il dit déposez-moi ça. Tout ce qu'il utilise, c'est le Sukhoi 25, Sukhoi 24. Avec les Sukhoi 30, 34. C'est ça seulement il utilise. C'est Sukhoi 57, c'est Sukhoi 70, c'est bombardier T-160. Il n'a même pas encore utilisé tout ça. Et vous pensez qu'il a mis toute sa force? Mais s'il veut détruire l'Ukraine à la manière occidentale, mais c'est facile. C'est-à-dire tu bombardes, tu ne rentres pas là-bas avec les chars, tu prends au moins 15 jours de campagne aérienne. Et tu intensifies les bombardements. Douille, matin, midi, soir. Tu bombardes pendant 15 jours pour anéantir l'ennemi. Et maintenant tu demandes aux forces terrestres de rentrer. Quand ils rentrent maintenant, pendant qu'ils rentrent, les bombardements aériens continuent. Et donc du coup, l'ennemi même il est démoralisé, lui-même il est paniqué. Il fuit. C'est ce que les Américains font. Mais les Russes ne font pas ça. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des populations russes là-bas en Ukraine. Et si la Russie fait un bombardement aveugle, même cette population russophone va commencer à haïr la Russie. Va commencer à avoir la haine contre les Russes. Pour dire, mais vous venez nous tuer, vous dites que non, vous venez nous libérer. Et ça, Poutine ne veut pas que cela arrive. Voilà pourquoi ça va lentement. Et c'est ce que les Occidentaux voient. Ils disent, ah, mais on peut attaquer la Russie. Hein. On peut attaquer. Ben, ça, c'est blaguer, tuer. S'ils font le rêve, ils vont voir la couleur de l'ours. Donc, voici un peu la situation sur le terrain. Donc, ne vous laissez pas berner par tout ce que les gens disent. Et maintenant, concernant le bateau Moskva qui a été coulé, oui, bien sûr, la Russie reconnaît au moins un mort et 27 personnes ont disparu. Donc, sont portés disparus. Donc, on peut déduire qu'il y a eu 28 morts le jour que ça a chaviré. Ça a été coulé. Parce qu'ils sont portés disparus, ils n'ont pas encore trouvé leur corps. Mais les autres ont été sauvés. Ils ont eu la vie sauve. Ils étaient au moins au nombre de 400 quelque chose. Ils n'étaient pas 500 de la manière dont les Occidentaux nous faisaient croire. Non, ils étaient 400 trucs. Il y a eu 27 portés disparus et un mort. Et les autres, il y a eu des blessés et des gens qui ne sont pas blessés. Donc voici le bilan du navire qui a été coulé vers au bord du port d'Odessa. Donc voici un peu. C'est du n'importe quoi. C'est ce qu'ils vous diront toujours qu'il est malade. Avant, on disait qu'il était fou. Après, ils ont dit qu'il a Alzheimer. Et après, ils disent que non, il a comment là il disait que non, il avait cancer. Et qu'il y avait un cancérologue qui le suivait de près.
Maintenant, on dit non, son visage est bizarre. Laissez ça. Ils ont toujours fait ça. On disait qu'il avait maladie de Parkinson. Que non, il a ça, il a ça. Mais maladie de Parkinson qui n'évolue jamais. Maintenant, ils sont quittés sur ça. On dit non, son visage est un peu bizarre. Hein? Est-ce qu'il n'est pas... Ça a été toujours comme ça. Eux, leur vision, c'est de le voir malade. C'est de le voir disparaître. Parce que pour eux, si Poutine n'est pas là, ils pourront malmener la Russie. Ils pourront faire ce qu'ils veulent de la Russie. Parce que si une marionnette vient là, ce dernier ne pourra plus s'opposer aux Occidentaux, aux Américains. Parce que Poutine met à mal leur projet. Poutine leur fait barrage. Il est le seul dirigeant actuel dans le monde dans lequel nous sommes qui s'oppose officiellement aux Occidentaux et aux Américains. Les Chinois, ils font un peu, mais c'est pas trop ça. Les Chinois, ils font un peu, mais ils ont encore un peu peur. Mais avec Poutine, lui, il n'a plus peur. Il n'a plus peur. Et ils savent qu'ils ont déjà utilisé toutes leurs sanctions. Donc, il n'y a plus de sanctions qui vont effrayer Poutine. Donc, là où il est là, ils savent qu'ils n'ont plus d'influence sur lui. Parce qu'ils ont déjà utilisé toutes leurs sanctions. La dernière sanction, c'est de dire, bon, il ne faut plus en payer gaz et pétrole aux Russes, c'est tout. Mais eux-mêmes, ils vont subir. Donc, ils voient ça et puis ils ne savent pas quoi faire. Donc, en dehors de ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? En sanctionnant les enfants de Poutine. Mais ils ont déjà fait ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire qui va encore faire peur à Poutine? Donc, ils n'ont plus de levier sous la main pour faire peur à Poutine. C'est pour ça que leur seule obsession, c'est de le voir disparaître. Maintenant, s'il disparaît, le nouveau qui va venir, ils vont dire non, il faut voir la coopération avec l'Occident, ceci, cela, on va lever les sanctions. Vous savez, ils vont le berner. Et quand il va accepter, ils vont profiter pour l'influencer et miner la Russie et détruire la Russie de l'intérieur. Tant que Poutine est là, ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. Mais ce qu'ils ne savent pas, si par malheur Poutine quitte et que lui qui vient, qui remplace Poutine, il est pire que Poutine, mais ils vont regretter Poutine. C'est ça aussi le danger. Parce que parmi les Russes, il y a d'autres qui sont des vents en guerre. Mais allez-y, regardez la télé russe. Mais il y a des gens même qui sont des vents en guerre. Ils demandent à ce que la Russie frappe en Europe. Ou bien la Russie déclare la guerre officielle aux États-Unis. Il y a des gens qui ont des crânes brûlés. Il y a des conseillers autour de Poutine là, qui sont des vrais vents en guerre. C'est-à-dire des gens qui ont des crânes brûlés. De la manière en Occident, vous voyez des gens qui passent sur les plateaux de télé, qui disent non, il faut frapper, il faut frapper. Ils vont déclarer la guerre à la Russie là. En Russie aussi, il y a des gens qui ont des crânes brûlés, qui eux aussi, ils incitent Poutine à déclarer la guerre à l'Europe. Ils ont dit là-bas même hier qu'il faut dénazifier l'Europe, que l'Europe est remplie de nazis. Est-ce que vous comprenez même? Donc, il y a des crânes brûlés. Poutine au moins, il peut ne pas être aimé, mais il a un peu de retenue. Poutine, il a un peu de retenue. C'est-à-dire, avant d'agir, il dit ce qu'il veut faire. Et il met la diplomatie devant. Quand ça ne marche pas, c'est là qu'il utilise la force militaire. Mais il y a parmi les Russes, là, il y a des gens, ils ne connaissent pas ce que c'est que la diplomatie. Eux, là, c'est la brutalité. Eux, là, ils ont des crânes brûlés. Il faut agir à la force. C'est tout ce qu'ils savent. Donc, les Occidentaux, il ne faut pas, ils vont penser que vaincre Poutine, c'est déjà gagné. Non. Il y a des Staline. Il y a beaucoup de Staline. En Russie, hein, ils sont nombreux. Si par malheur, Poutine tombe et que un gars qui est comme Staline, il prend le pouvoir, les Occidentaux vont crier. Parce que l'Europe livre les armes. Poutine, lui, il ne réagit pas pour frapper. Il y a des gens qui le disent, mais il faut frapper, il faut attaquer parce qu'il déclare la guerre à la Russie. Il y a des gens, il y a des Russes qui sont là-bas qui demandent à Poutine d'attaquer. Parce que c'est inadmissible. Pourquoi il déclare la guerre à la Russie et tout? Mais Poutine, il maîtrise, il fait doucement. Donc, si Poutine quitte là, et que lui qui vient là, si c'est quelqu'un qui est très mauvais, tiens, la guerre mondiale va se déclencher. Imaginons quelqu'un qui ne connaît pas la diplomatie, qui est un vent en guerre, et que les Américains, ils ont aussi quelqu'un au sommet
des États-Unis qui aussi vont en guerre. Mais ça va se déclencher. Parce que personne ne va reculer. Ils vont se déclarer la guerre. Et c'est gâté. C'est parce que Poutine, lui, il a duré là, il est raisonnable. C'est quelqu'un. Même si les gens le détestent, je comprends. Les Ukrainiens peuvent le détester par rapport à ce qui se passe sur leur territoire. Les Européens peuvent le détester par rapport à ce qui se passe dans les coulisses et tout. Et certains Africains peuvent le détester parce que par rapport à leur pays, les liens qui les lient. Mais il y a encore quelqu'un qui est raisonnable. Au sein de la Russie, là, il y a des gens qui ont des crânes brûlés, des vats en guerre, qui sont prêts à aller à un conflit mondial. Si un tel individu prenait le pouvoir en Russie, et qu'aux États-Unis, il y a aussi quelqu'un qui prend le pouvoir, qui est un vent en guerre, comme les Trump, à troisième guerre mondiale, c'est propre. Donc, sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, Dieu a compris. On est ensemble.